Coucou les amis, content de vous retrouver pour la partie 2 de cette FAQ. Là je suis au travail, franchement le meilleur job que j'aurais pu espérer en Australie. Mais ça je vous en parlerai dans le prochain épisode, dans le vlog 8. En attendant, j'ai décidé de faire cette FAQ en 2 parties. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, j'ai parlé de pas mal de sujets. J'ai notamment parlé des démarches administratives à faire en France et sur place en Australie. J'ai parlé du budget, du niveau d'anglais et pourquoi j'ai décidé de partir en Australie et pas un autre pays. J'en ai aussi profité pour me présenter, parler un petit peu de moi, mon parcours, ma vie en France et de pas mal d'autres sujets. Cette vidéo risque d'être longue encore une fois parce que je vais répondre à beaucoup de questions. Du coup je vais mettre des chapitres donc vous pourrez vous rendre sur les parties qui vous intéressent le plus. Voilà, j'en profite aussi une nouvelle fois pour vous dire que la réalisation de cette FAQ m'a pris énormément de temps. Entre la préparation, le tournage, le montage, ça m'a pris plus de 30 heures vraiment. Je le fais vraiment pour vous, donc si vous voulez me soutenir, vous savez quoi faire. Vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner à ma chaîne, d'autant plus que plus de 9 personnes sur 10 regardent mes vidéos sans s'abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram si vous voulez suivre mes aventures de manière quotidienne. Et en attendant, trêve de bavardage, on se retrouve sur la plage pour la suite de cette FAQ. Là j'ai trouvé un petit coin sympa à l'ombre, sous les palmiers, magnifique, donc on va pouvoir continuer la suite de la FAQ. Let's go! Alors, quelle ville de départ choisir? Le premier élément de réponse que je peux vous donner, déjà il faudra choisir en fonction de la météo. Il faut savoir que c'est l'été entre décembre et février en Australie. Donc si vous voulez arriver au printemps, donc le printemps australien c'est entre septembre et novembre, il va faire beau à peu près de partout, mais on va dire qu'à la fin du printemps, fin octobre, novembre, il va commencer à faire très humide et très chaud dans le nord du pays. Donc c'est plutôt conseillé d'aller dans le sud. Donc ensuite par rapport à l'été australien, donc entre décembre et février, c'est vraiment la meilleure période pour aller dans le sud du pays. Les températures sont chaudes mais agréables à vivre et c'est les vacances scolaires donc c'est très animé. Si vous arrivez entre décembre et février, je conseille vraiment d'arriver dans une grosse ville comme Melbourne ou Sydney. Forcément il y aura beaucoup plus de monde aussi. Ça dépendra aussi de votre objectif. Si vous venez ici vraiment que pour le travail, pour faire de l'argent, c'est peut-être pas le plus optimal. Mais si vous voulez profiter, kiffer, avoir une belle météo, sortir, rencontrer du monde et travailler un petit peu, moi je conseille vraiment de venir à Melbourne ou à Sydney sur cette période-là. Du coup, si vous venez entre mars et mai, moi je vous conseille plutôt de venir dans le Queensland. Dans le Queensland, c'est là où je suis actuellement. On est fin mars et il fait vraiment beau et ça va commencer à être de mieux en mieux, de moins en moins humide. Donc c'est vraiment une belle période pour quitter le sud et commencer à monter doucement vers le nord. Et du coup, si vous arrivez entre juin et août, là ça sera la période idéale pour arriver dans le nord du pays, donc vers Cairns. Parce qu'il faut savoir que le reste de l'année c'est très humide et vous allez étouffer de chaleur si vous venez à une autre période que ça. Donc voilà, moi je conseille de venir dans le nord du pays entre juin et août. Voilà, on n'est pas à quelques semaines près, mais c'est pour vous donner une idée. Donc ensuite, pour choisir votre ville d'arrivée, il faudra surtout vous poser les bonnes questions. Quels sont vos objectifs? Est-ce que vous venez en Australie pour rencontrer du monde, faire la fête, sortir? Ou est-ce que vous venez vraiment uniquement pour travailler, faire de l'argent? Est-ce que vous venez déjà tout seul? Est-ce que vous venez en couple? Est-ce que vous allez acheter un véhicule et faire un bout du pays? Est-ce que vous allez être plutôt sédentaire, rester dans une ville? Il faut se poser toutes ces questions-là. Mais du coup, si vous êtes dans une optique où vous voulez arriver en Australie, profiter un petit peu, rencontrer du monde, travailler un petit peu, voyager un petit peu, moi je conseille d'arriver dans une grosse ville comme Melbourne ou Sydney. Moi perso, j'ai commencé par Melbourne, mais vraiment mon arrivée, mes 2-3 premières semaines, c'était vraiment magique. Donc voilà, Melbourne c'est vraiment une ville qui est super. J'ai commencé en auberge pendant 3 semaines, j'ai rencontré un max de monde et pour vous dire, 4 mois et demi après, je suis encore avec certaines personnes que j'avais croisées en auberge. Vraiment pour rencontrer du monde, Melbourne c'est validé, il y a plein d'endroits pour sortir, pour faire la fête, c'est vraiment sympa. J'ai entendu dire que Sydney était vraiment bien aussi, mais je ne l'ai pas encore fait donc je pourrais pas trop vous conseiller. Ensuite, moi j'ai fait Perth, j'ai trouvé que c'était une ville pas très animée. Après de passer d'une ville animée comme Melbourne, je suis arrivé à Perth. Je me suis dit waouh, il n'y a personne, il n'y a pas d'ambiance, c'est un peu mort, donc j'ai pas trop kiffé. Après je sais que l'ouest c'est vraiment des belles plages et niveau nature c'est incroyable. Donc voilà, ça dépend vraiment de vos objectifs. Question suivante, quel est le meilleur moyen de faire des rencontres? Et pourquoi partir à l'autre bout du monde pour ne rester qu'avec des Français? Du coup, le meilleur moyen de faire des rencontres, c'est les auberges. Les auberges de jeunesse, c'est vraiment incroyable. Si vous passez par Melbourne, je vous conseille le Space Hotel. J'y suis resté 3 semaines et c'était ouf. Bon, au début, on a un peu forcé, on a fait la fête vraiment tous les soirs, mais ça nous a permis de rencontrer du monde, de kiffer. Mais vraiment, ce qui est bien dans les auberges, c'est qu'il y a un énorme brassage, c'est que tu rencontres du monde tous les jours. Ça va à 2000 dans les auberges, ça va vraiment très vite. Il suffit que tu ailles à la cuisine, tu te fais à manger, tu demandes à quelqu'un, hey, tu peux me passer ton huile s'il te plaît, j'ai rien, bam. Ça crée un sujet de conversation.
et après vous parlez de différentes choses, et après finalement vous allez peut-être sortir ensemble. Ce mec-là va peut-être vous donner un plan de travail. Donc vraiment, les auberges, c'est vraiment incroyable. Moi, je conseille vraiment d'arriver en auberge dans un premier temps, surtout si vous venez tout seul. Et du coup, pour répondre à la question pourquoi partir à l'autre bout du monde pour ne rester qu'avec des Français, avant même de partir en Australie, je m'étais dit c'est mort, je fais pas 17 000 km, je pars pas à l'autre bout du monde pour rester qu'avec des Français. Les Français, il y en a en France, donc je me suis dit j'ai pas envie. Mais au final, je suis arrivé et en fait, ça s'est fait vraiment naturellement. C'est beaucoup plus confortable. Tu peux parler de tout, tu peux parler de sujets profonds, tu peux rigoler, tu peux sortir des vannes. Tout est beaucoup plus fluide. Et au final, je me suis dit, ne mets pas la pression si tu rencontres pas d'étrangers tout de suite. Vraiment, le but, c'est d'être heureux, de kiffer. Et si je suis heureux et que je kiffe avec des Français, je vais le faire, tu vois. Donc, il n'y a pas de vérité générale. Faut pas être dans le jugement ou quoi que ce soit. Oui, je traîne avec beaucoup de Français, mais après, je traîne pas qu'avec des Français. C'est-à-dire que quand je travaille, je parle anglais, évidemment. Donc, je me dis que quand je suis à la maison, je suis content de parler français, de kiffer avec mes potes, de rigoler. Et puis voilà, quand je sors de la maison, je parle anglais et il n'y a pas de souci. Comment trouver un logement en Australie? Comme je l'ai dit, je conseille de commencer en auberge de jeunesse pour faire des rencontres, kiffer un petit peu la vie. Et ensuite, justement, grâce à ces rencontres que tu vas faire en auberge de jeunesse, il y aura la possibilité du coup de rencontrer des amis de voyage. En groupe, c'est beaucoup plus facile de trouver un logement. Tout seul, tout coûte cher. Mais si tu es un groupe de 4, 6, 8 ou plus, c'est plus facile de louer un appartement sur Airbnb ou autre. Moi, c'est typiquement ce qu'on a fait quand on est arrivé à Melbourne. Je suis resté 3 semaines en auberge et après on était 6 Français et on a réservé du coup un appartement sur Airbnb et on payait 300 $ par semaine. On avait un super appartement, on était 2 par chambre. Donc le fait de rencontrer du monde, c'est beaucoup plus simple ensuite de trouver un logement. Donc ça, c'est ma première réponse. Ensuite, du coup, vous pouvez trouver des logements via les annonces sur Facebook. Il y a pas mal de groupes. Il y a aussi des sites comme Flatmate. Il y a aussi Gumtree. Gumtree, c'est un peu l'équivalent du Bon Coin australien. Tu peux vraiment trouver tout, des logements, un travail, une voiture. Vraiment, Gumtree est très utilisé dans ce pays. Et sinon, il y a aussi la possibilité de faire du woofing. Donc en fait, c'est de dormir, d'être hébergé chez l'habitant gratuitement en l'échange de quelques services. Par exemple, vous pouvez aller faire les courses, tondre la pelouse ou faire deux, trois trucs de bricolage. Et du coup, vous serez hébergé gratuitement chez quelqu'un qui vit en Australie, qui est australien probablement. Et du coup, ça a plusieurs avantages. Vous serez en immersion avec un local et vous pourrez apprendre du coup à mieux parler anglais si c'est votre objectif. Et puis ça vous permet d'économiser niveau logement. Donc ça peut être une option. Moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est une option qui est intéressante. Ensuite, il y a aussi l'option de dormir en mode camping. Si vous voulez acheter un véhicule, un van, ou par exemple un 4x4 ou une voiture que vous aménagez, vous pouvez totalement dormir dans votre véhicule. Il y a aussi pas mal de gens qui font ça en Australie. Moi, ça me correspond pas trop. Justement, je ne me verrais pas avoir le courage d'avoir ma caisse, dormir tout seul. Mais ça se fait totalement. Donc voilà. Conseilles-tu d'acheter un véhicule? Quel est le site le plus fiable pour acheter un véhicule et pourquoi n'as-tu pas choisi d'acheter un véhicule? Alors, peut-être que dans le futur j'en aurai besoin, mais là j'estime que j'en ai pas vraiment besoin. Je suis arrivé en Australie il y a à peine 4 mois et demi. J'ai commencé par Melbourne, je suis allé à Perth et ensuite là je suis arrivé dans le Queensland. Pour mes objectifs, pour ce que j'avais envie de faire, pour l'instant j'avais pas nécessité d'avoir un véhicule. Mais je me rends compte que pour la suite, si tu veux avoir un peu plus de liberté, si tu veux voyager, partir en road trip, si tu veux même par exemple pour tout ce qui est travail, en ferme, c'est beaucoup plus simple d'avoir son propre véhicule. Donc là, pour l'instant, j'en avais pas besoin, mais dans le futur, je me poserai la question. Mais ceux qui veulent acheter des véhicules, vous avez Facebook, vous avez Marketplace, il y a aussi encore une fois Gumtree. Je connais pas trop le sujet, je vous laisse faire vos recherches. Si en commentaire, vous avez des conseils pour acheter une voiture, allez-y, écrivez en commentaire, avec plaisir. Si vous pouvez nourrir cette vidéo, c'est au top. Comment trouver du travail en Australie? Alors déjà, la première des choses, je dirais que c'est d'avoir un CV en anglais, c'est quand même la chose de base. Moi perso, j'ai pas suivi les conseils qui sont donnés sur les sites ou sur YouTube, en mode il faut faire un CV australien, pas mettre de photos, faire un CV sur plusieurs pages. Moi j'ai laissé ma photo, j'ai même mis mon âge et j'ai fait sur une page, parce qu'en fait je postule sur des petits jobs qui ne demandent pas vraiment de diplôme, pas de qualification, pas trop d'expérience. Donc je me suis dit pourquoi me casser la tête à faire un truc sur 3 pages, raconter mes expériences en marketing alors qu'ils en ont rien à foutre. J'ai juste listé, on va dire, l'intitulé de mes posts, ce que j'ai fait en France, sur tout ce qui est marketing, communication, mais j'ai pas développé. Par contre, ce que j'ai développé, c'est tous les métiers en lien avec ce que je veux faire en Australie. Donc quand je postulais en mine, en construction, voilà, j'ai mis que j'avais fait de la manutention en France, j'ai rajouté toutes mes expériences aussi en Australie, tout ça je l'ai développé. De dire que j'avais une bonne condition physique, que je savais utiliser certains outils comme marteau-piqueur ou d'autres choses. Donc voilà, j'ai mis aussi une petite intro, une petite présentation de 3 lignes pour expliquer un petit peu
mon profil, que j'étais en Working Holiday Visa et voilà ce que je cherchais comme type de job. J'ai aussi mis en avant, moi je le fais sur mes CV français, mais en avant tout ce qui est centre d'intérêt, mais plus que des centres d'intérêt, c'est vraiment des choses qui m'animent dans la vie. Voilà, j'essaye de développer parce que ça peut en dire un petit peu plus sur la personnalité, l'état d'esprit du candidat. Donc voilà, je trouve que c'est important de développer. Et du coup, pour vous aider à traduire votre CV, vous pouvez aller sur DeepL. Franchement, c'est un bon traducteur, c'est plutôt fiable comme traduction. Ensuite, pour postuler, vous pouvez le faire sur Internet. Donc moi, je postule sur Seek. Encore une fois, je postule sur Gumtree. Vous pourrez aussi trouver du travail sur des groupes Facebook. Il y a beaucoup de groupes Facebook. Je conseille aussi les groupes internationaux, pas forcément que les groupes français. Parce que voilà, il y a plus de membres, il y a peut-être plus de plans, plus d'opportunités. Ensuite, vous pouvez vous déplacer physiquement, notamment si vous voulez chercher un poste dans la restauration. C'est cool d'imprimer ses CV, de se déplacer pour ce genre de poste. Et ensuite, il y aura beaucoup de bouche à oreille en Australie. Moi, la plupart de mes jobs, j'ai pas tout le temps postulé pour mes jobs. Je me rappelle notamment quand j'étais en auberge de jeunesse, on m'a donné des plans, des noms d'agences d'intérim et tout. Donc ouais, il y aura beaucoup de bouche à oreille, de réseau, donc ça c'est une partie cool. Donc voilà, et puis il n'y a rien qui tombe du ciel, il faut le savoir que le marché du travail il est quand même assez saturé en Australie, il y a de plus en plus de backpackers qui sont là, donc c'est compliqué de trouver un travail, de faire beaucoup d'heures. Faut pas croire que vous allez trouver un travail en claquant des doigts, que vous allez faire 2000 balles par semaine, c'est faux. C'était peut-être le cas avant, il y a quelques années, mais là c'est devenu plus compliqué. Donc faut pas baisser les bras, faut postuler, faut postuler, faut postuler. Et puis voilà, si vous vous donnez les moyens, moi je pense que tout est possible. Alors une autre question sur le travail, comment travailler en mine? Serais-tu capable de retourner travailler en mine ou est-ce trop dur? Alors je pense que c'est la question que j'ai reçue le plus pour cette FAQ, parce que ma vidéo sur les mines a fait plus de 215 000 vues en un mois, donc forcément beaucoup de visibilité, j'ai eu énormément de questions concernant les mines. Il fallait que j'éclaircisse un petit peu ce point, parce que la plupart d'entre vous, vous m'avez connu grâce à cette vidéo, grâce à mon expérience en mine. Donc voilà, je vais essayer de répondre à vos questions. Alors déjà, petite précision, j'ai dû, sincèrement, sans mentir, recevoir 500 fois la même question. Est-ce que tu peux me donner ton plan mine? Alors je vais répondre à tout le monde. Je ne peux pas donner mon plan mine à tout le monde, c'est-à-dire que, imaginez si je donne le plan à 500 personnes et que vous postulez tous, il n'y a personne qui va être pris, il y a beaucoup trop de concurrence. Un plan, tu peux le donner à 2-3 personnes, mais un plan, tu peux pas le donner à 500 personnes, c'est juste pas possible. Donc par souci d'équité, je préfère ne le donner à personne. J'espère que vous comprendrez. Ensuite, il faut préciser que c'est très dur de rentrer en mine. La plupart du temps, on va vous demander de l'expérience, on va vous demander des tickets. Donc ça, c'est des formations spécifiques que vous devez passer pour travailler en mine la plupart du temps. Donc travail en espace confiné, travail en hauteur, ou alors travail sur certains types d'engins. C'est compliqué de rentrer en mine. Il y a beaucoup de demandes, mais il y a très peu d'offres. Et donc pour préciser, je l'ai déjà dit dans ma vidéo, mais pour en reparler, moi j'ai travaillé en mine qu'une semaine, parce qu'en fait c'était juste une mission temporaire. J'avais une mission d'une semaine. Si j'avais une mission plus longue, bien sûr que je serais resté. Bien sûr, c'est très très dur, mais c'est super bien payé, donc je serais resté. C'était pas que je voulais pas, c'était que je pouvais pas, c'était qu'une mission d'une semaine. Ensuite, comme je l'ai dit, ça peut être très dur. Donc moi, j'ai travaillé dans une mine d'or, il faisait 44-45 degrés, c'était vraiment infernal. Donc je pense qu'il faut avoir un certain mental, je pense que c'est pas tout le monde qui peut le faire, et surtout il faut être en bonne forme physique. Ensuite on m'a posé la question, voilà, est-ce que les filles peuvent travailler en mine? Bien sûr que les filles peuvent travailler en mine. Après tout ce qui est job physique, c'est très, très minoritaire. Moi quand j'ai bossé dans mon équipe, il n'y avait aucune fille, mais par contre sur les chantiers on en voit pas mal dans tout ce qui est sécurité, et aussi on en voit dans tout ce qui est utility, pour la housekeeping, pour la restauration. Après je sais que c'est aussi très demandé et que c'est aussi compliqué d'y rentrer, mais c'est bien payé, ça compte en plus du coup pour renouveler votre visa, donc pour les fameux 88 jours, donc voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil pour rentrer en mine? Faire comme moi, c'est-à-dire que moi j'ai postulé sur Seek et Gumtree à 10-15 annonces peut-être. C'était des annonces où ils ne demandaient pas d'expérience et pas de ticket, et du coup j'ai postulé, et sur ces dizaines de candidatures, j'ai eu une seule réponse, mais c'était une réponse positive, donc j'ai eu de la chance. Voilà, ça fait partie du jeu, mais si vous voulez trouver un travail, il faut postuler, il n'y a pas de secret. Il faut postuler sur Seek, sur Gumtree, sur les groupes Facebook, aller sur Google, taper des mots-clés, mining, laboureur, enfin voilà, tous ces trucs-là, et il n'y a pas de secret. Moi, j'ai pas eu de raccourci, j'ai pas eu de recette miracle pour trouver un job en mine, j'ai juste postulé comme tout le monde et j'ai eu un petit coup de chance et une entreprise m'a appelé. Et du coup, est-ce que je serais capable de retourner en mine? Bah ouais, carrément. C'était très très dur, mais c'est tellement bien payé. Il n'y a rien qui paye mieux, je pense, en Australie que les mines. Voilà, j'avais gagné 2700 $ en 6 jours. Et là-bas, tu payes ni le logement, ni la nourriture. Donc en fait, c'était vraiment tout dans ma poche.
Et c'est incroyable parce que pour mettre 2700 $ de côté en Australie, bah, dans n'importe quelle ville, il te faudra plusieurs semaines, voire plusieurs mois des fois, selon ton rythme de vie. Donc la mine, c'est vraiment incroyable. Donc bien sûr que je serais prêt à le refaire. D'ailleurs, là, j'ai postulé à une mine qui est dans le Queensland. Donc on va voir ce que ça donne. Mais ouais, j'espère y retourner. Ensuite, est-il possible de travailler dans le sport ou dans le digital en Australie? Alors oui, c'est possible. Je vais vous expliquer rapidement comment. Du coup, bah, moi, actuellement, à Noosa, je bosse dans le digital. Donc là, je vous en parlerai dans le vlog 8, dans mon prochain épisode. Parce que j'ai trouvé du travail dans la création de contenu et le marketing digital. Et je bosse pour 2 entreprises, donc c'est vraiment top. Mais ce qu'il vous faudra, surtout pour travailler dans ce secteur-là, c'est des compétences, forcément. Parce que c'est pas comme de la manutention, ça demande des compétences. Et potentiellement, ça peut vous demander des diplômes. Mais pour le digital, en général, pas forcément obligatoire. Par contre, ça vous demandera quand même un niveau d'anglais assez bon, on va dire. Surtout si vous faites de la rédaction, la création de contenu, tout ce qui est textuel. C'est pas ouvert à tout le monde, mais oui, c'est possible de travailler dans le digital. Pour travailler dans le sport, donc tout ce qui est coaching sportif, il faut 2 certificats, donc certificat de niveau 3 et certificat de niveau 4. Donc le premier, c'est pour encadrer des entraînements de groupe, donc tout ce qui est cours collectif. Et le deuxième, c'est pour pouvoir faire du coaching personnalisé. Il faudra ces 2 diplômes. C'est des diplômes qui coûtent, je crois, à peu près 2000 $ chacun. Et tu peux le faire en quelques semaines ou quelques mois. Et est-ce que du coup les diplômes français et européens sont reconnus? Alors moi j'ai un DUS métier de la forme, donc un diplôme de coach sportif en France. Et ce diplôme est reconnu en Australie. Il faut juste le faire traduire de manière officielle. Et normalement la plupart des salles accepteront ce diplôme. Après il y aura peut-être des salles qui refuseront et qui voudront absolument un diplôme australien. Idem pour la licence TAPS entraînement sportif. Normalement elle est reconnue aussi. Par contre, tout ce qui est BPGEPS, c'est pas reconnu. C'est pas des crédits ECTS, c'est pas des crédits universitaires. Donc normalement, le BPGEPS, c'est pas reconnu en Australie. Par contre, il n'y a pas forcément besoin de travailler dans une salle de sport. Vous pouvez du coup travailler en mode auto-entrepreneur, donc avec le fameux ABN. Vous pouvez faire du coaching personnalisé, par exemple en extérieur. Du coup, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un diplôme australien. Avec votre diplôme français que vous pouvez faire traduire, ça pourra suffire. Alors, question argent, question qui devrait vous intéresser. Est-il réellement possible de gagner beaucoup d'argent en Australie? Alors, je dirais que oui, mais que c'est pas la norme. Je pense qu'il y a plus de gens qui rentrent fauchés ou alors à l'équilibre que de gens qui rentrent vraiment avec beaucoup d'argent. Il faut savoir qu'en 2023, il y a une énorme concurrence au niveau des backpackers. Il y a une crise du logement. Si vous restez dans les grosses villes, ça va être compliqué de gagner beaucoup d'argent et de rentrer en France avec beaucoup d'argent. Donc voilà, la vie coûte très cher, les logements coûtent très cher, la nourriture coûte cher, les sorties coûtent cher. Donc bien sûr, les salaires sont plus élevés qu'en France, mais le coût de la vie est beaucoup plus élevé qu'en France. Je pense que quelques années en avant, c'était possible de faire beaucoup d'argent en Australie, mais qu'avec l'afflux des backpackers, je pense que c'est de plus en plus compliqué. Et pour faire de l'argent, je pense qu'il faut sortir des grosses villes, voilà, bosser en ferme, bosser en mine, faire attention à ses dépenses. Et dans ce cas-là, ouais, on peut ramener une grosse somme d'argent. Mais comme je l'ai dit déjà, rentrer en mine ou dans des fermes solaires et tout, c'est pas forcément évident, c'est compliqué d'y rentrer. Je fais cette vidéo aussi pour pas que vous pensiez que l'Australie c'est tout beau tout rose, que c'est l'Eldorado, que vous allez faire 2000 balles par semaine, que tout va être facile. Non, pas du tout. Je pense que certains peuvent, mais je pense que c'est pas du tout la majorité. Donc ça, il faut bien en être conscient. Moi là, ça fait 4 mois et demi que je suis en Australie et je dois être à plus 3000 $ à peine. J'ai beaucoup dépensé au début. Après j'ai travaillé, donc je me suis un peu rattrapé financièrement. Mais ouais, c'est très compliqué de mettre de l'argent de côté. L'Australie, c'est pas forcément facile. Donc voilà. Mais c'est possible. C'est possible de faire beaucoup d'argent. Que conseilles-tu en termes de temps travaillé par semaine ou par mois pour en profiter un max sans être à court d'argent? Alors comme je l'ai expliqué dans la question d'avant, ça dépendra de la ville, de votre mode de vie. Mais moi, si je prends mon mode de vie, mon expérience, à Melbourne, je dépensais à peu près 700 $ par semaine. Et du coup, pour faire 700 $, selon le job, il faut travailler entre 20 et 25 heures. Après, ce que vous pouvez faire, c'est aussi travailler plusieurs semaines à fond, essayer de faire un maximum d'heures pendant quelques semaines et ensuite du coup profiter. Après, tout dépend de vos objectifs. Moi, je suis pas venu en Australie pour l'argent. En tout cas, c'est pas mon objectif principal. Donc moi, je me suis dit, si je travaille 3-4 jours par semaine, je paye mes factures, ça me fait un petit peu de surplus, voilà, ça me va. Et je sais qu'il y aura des périodes où je serai prêt à travailler 7 jours sur 7 comme un fou pour justement rentrer beaucoup plus d'argent et pour pouvoir après profiter, partir en road trip, faire des activités, etc. Ensuite,
Comment renouveler son visa et comment compter les 88 jours. Pour renouveler son visa et rester une deuxième année en Australie, il faut effectuer 88 jours de travail spécifique. Donc le travail spécifique, ça va être certains types de jobs, ça va surtout être dans des zones rurales, on va dire, hors des grandes villes, là où il y a besoin de main d'œuvre. Et du coup, ça concernera tout ce qui est hospitality, tourisme, construction, ferme, mine. Sur le site du gouvernement, il y a tout, il y a tout le détail des jobs qui sont considérés comme spécifiques et qui comptent pour renouveler son visa. Et idem pour les endroits. Par rapport au code postal, vous pourrez voir si la zone où vous travaillez est éligible ou non. Pour répondre aussi à des questions qu'on m'a posées, il n'y a pas besoin de faire les 88 jours d'un coup et au même endroit. Vous pouvez très bien faire 10 jobs différents et vous pouvez faire très bien un mois au début de votre PVT, un mois au milieu, un mois à la fin, faire vos 3 mois d'un coup. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le but, c'est de faire 88 jours à la fin de votre visa et de garder bien les fiches de paye pour pouvoir prouver que vous avez fait ces 88 jours et que ça compte bien pour renouveler le visa. Selon votre secteur, une journée de travail normale, ça sera entre 7 et 8 heures. Mais du coup, là, je vais mettre un tableau récapitulatif qui permet de compter ces 88 jours. En fait, c'est un total horaire à la semaine. C'est-à-dire que selon le nombre d'heures que vous allez faire à la semaine, ça vous comptera un certain nombre de jours. Et en fait, si vous dépassez du coup 35 heures de travail, ça sera compté comme une semaine et donc comme 7 jours. Admettons que vous travaillez 5 jours et vous faites 8 heures par jour, donc 40 heures. Ça vous comptera pas comme 5 jours mais comme 7 jours, une semaine complète. Et idem, si vous travaillez en mine et que vous faites 72 heures comme moi je l'ai fait, ça comptera 7 jours, c'est maximum. C'est-à-dire qu'en fait tout ce qui est au-dessus de 35 heures, ça comptera 7 jours. Et un autre exemple aussi par rapport encore aux mines, ou alors il y a d'autres types de jobs qui fonctionnent comme ça. Si dans votre contrat c'est marqué que vous devez travailler 2 semaines et que vous avez 2 semaines de repos, ça vous comptera comme 4 semaines pour renouveler votre visa. Donc ça c'est cool à savoir. Peux-tu nous faire un petit comparatif France-Australie avec les avantages et les inconvénients? Alors, bon, ce que je vais dire, ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi et donc c'est forcément subjectif. Par rapport aux avantages de l'Australie, déjà le cadre de vie. Regardez où je vous parle, c'est juste incroyable, il fait beau tout le temps. Selon la période où vous êtes, il suffit juste de monter vers le nord ou descendre vers le sud pour avoir du beau temps et une belle météo. Ça donne forcément le moral, donc ça c'est vraiment un gros avantage à l'Australie comparé à la France. Ensuite en Australie, concernant tout ce qui est travail, je trouve qu'on te donne plus ta chance, je pense qu'il y a plus de moyens de s'exprimer et que c'est une culture totalement différente. Je pense qu'en France, tu es un petit peu bloqué par ton niveau d'études, tes diplômes, etc. Alors qu'ici, je pense qu'on te fait beaucoup plus confiance sans tout ça. On te donne une chance, t'essayes. Si tu prouves que t'es bon, tu peux décrocher le job et voilà, je pense que c'est plus facile de s'épanouir professionnellement en Australie qu'en France. Après, bien sûr, ça dépend des jobs. Ensuite, en Australie, je trouve que les gens ont le smile, les gens sont plus, peut-être un peu plus ouverts d'esprit. Je pense que tu te sens aussi plus en sécurité dans un pays comme l'Australie que comme la France. On m'a aussi posé cette question, notamment par rapport aux filles. Est-ce que ça craint d'être une fille en Australie? Pas du tout. Ici, tu peux faire ce que tu veux, tu peux mettre une mini-jupe, tu peux sortir, tu peux faire ta vie. Il n'y a personne qui va te prendre la tête, qui va mal te parler, qui va te siffler ou quoi. De manière générale, je pense qu'en Australie, les gens sont quand même plus respectueux et c'est plus agréable à vivre, on va dire, au quotidien. Ensuite, si je devais parler des inconvénients à l'Australie, déjà la première chose, c'est que c'est loin de tout. Là où je suis à plus de 17 000 km de la France. Donc forcément, ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile et évident à gérer tous les jours. Le manque des proches, il y a aussi le décalage horaire qui facilite pas les choses. Selon où t'es, c'est plutôt entre 7 heures et 10 heures de décalage horaire. Ensuite, il y a la différence culturelle. L'Australie, c'est un pays qui est vraiment tout neuf, qui a très peu d'histoire comparé à la France. Et je trouve que ça se ressent un petit peu. En Australie, je me sens mieux avec des Français, avec des Européens de manière générale, parce qu'on a une culture qui est similaire. Voilà, c'est différent, c'est à tester. Moi, la culture australienne, ça m'a pas choqué. J'ai pas été dépaysé en arrivant. Moi qui fais les États-Unis, je suis arrivé à Melbourne, c'est pas quelque chose qui m'a dépaysé. Voilà, c'est des gros buildings un peu de partout, mais voilà, sans plus. Par contre, à Noosa, là j'ai été dépaysé et j'ai vu une nature magnifique, une ambiance très particulière, très chill, très surf, très cool. Donc voilà. Les autres inconvénients, j'en ai parlé. Le marché du travail pour les backpackers, il est plus ou moins saturé. Il y a beaucoup de monde, donc forcément moins d'opportunités d'emploi, beaucoup plus de difficultés à trouver un travail. Ce qui s'ensuit, c'est qu'il y a aussi une crise du logement. Tout coûte beaucoup plus cher. Quand je suis arrivé, les auberges elles étaient à 300 $ semaine. Les grosses auberges à Melbourne, c'est monté jusqu'à 500 $ par semaine. Et pareil, quand j'étais à Perth, c'était ahurissant les prix des logements. Donc ça, c'est un gros inconvénient pour nous, les backpackers, quoi. Quelles sont les principales erreurs à éviter et les conseils à suivre par rapport à ton expérience? Les principales erreurs, je dirais que de rester trop longtemps dans la même ville. Je prends mon exemple personnel. Je suis resté 3 mois à Melbourne.
Et du coup, sur un PVT qui dure 12 mois, rester un quart du temps, je trouve que ça fait beaucoup. Donc si c'était à refaire, je resterai pas autant. Ensuite, une autre erreur, ça serait d'arriver et de dépenser trop d'argent trop vite. Encore une fois, quand on est arrivé à Melbourne avec mon groupe de potes, on est sortis vraiment tous les soirs pendant 2-3 semaines. Vraiment, on sortait tout le temps, on dépensait beaucoup d'argent. Il y a des gens qui se sont retrouvés à sec assez rapidement et qui avaient un peu le couteau sous la gorge en mode faut vite qu'on trouve un travail parce qu'on est en galère. Je pense que c'est une erreur de dépenser trop d'argent rapidement parce qu'après ça peut pousser des gens à rentrer en France plus tôt que prévu, donc je trouve que ça serait dommage. Et aussi, une autre erreur, après, voilà, moi ça me pèse pas plus que ça, mais c'est peut-être s'ouvrir un petit peu plus à autre chose. Peut-être, dans le futur, essayer de sortir un peu de ma zone de confort, de parler avec un petit peu plus d'étrangers, d'essayer de parler avec un peu plus de locaux aussi, d'Australiens. Même si je le fais déjà au travail, je pense que ça peut être cool de rencontrer d'autres nationalités. Donc je l'ai déjà dit, mais moi je conseille vraiment aussi aux gens, en tout cas ceux qui arrivent tout seuls ou même en couple ou entre amis, de commencer leur aventure en auberge de jeunesse. C'est le meilleur moyen de faire des rencontres, de kiffer, même d'avoir des opportunités niveau job, vraiment. Donc vraiment auberge de jeunesse, c'est vraiment mon meilleur conseil, je dirais. Et ensuite, un autre dernier petit conseil pour la route. Il y a beaucoup de gens qui sont pas encore en Australie et qui projettent déjà d'y rester 2 ans. Et ils se projettent déjà dans l'idée de faire leurs 3 mois de ferme. Mais moi, je trouve que c'est une erreur de vouloir les faire tout de suite, d'un coup. Moi, je pense que c'est bien d'arriver en Australie, de s'acclimater, de rencontrer du monde, de faire des choses, de profiter un petit peu. Et ensuite, après, trouver un plan ferme. Parce que pour moi, si tu sors de l'avion et tu trouves directement une ferme, pour moi, il y a de grandes chances que ça te dégoûte. Parce que le travail en ferme, c'est pas forcément la folie tous les jours, tu vas faire que travailler 6 ou 7 jours sur 7. Donc moi je trouve que c'est un peu le meilleur moyen de te dégoûter de l'Australie. Et pareil, je conseille pas de le faire tout à la fin. Puis que vous ayez un problème avec votre job, un souci de santé ou je sais pas, et vous serez pas en mesure de faire vos 3 mois. Donc moi je conseille de pas le faire dès le début et ni d'attendre la toute fin. Bon alors ça c'est une question qui est aussi beaucoup revenue. Y a-t-il beaucoup d'insectes et d'animaux dangereux en Australie? Vraiment tout le monde imagine l'Australie en mode il y a des serpents de partout, des araignées, elles font la taille de ma main, il y en a de partout. Je pense que c'est vrai, mais pour ma part j'en ai pas encore croisé. Comme j'ai commencé dans des grosses villes, je suis resté 3 mois à Melbourne, ensuite là je suis arrivé à Noosa. J'ai pas croisé un seul serpent pour l'instant. J'ai croisé des panneaux vers des plages. Attention, serpent venimeux. J'ai vu quelques trucs se balader, mais j'ai pas encore vu de serpent. Pareil, les araignées, j'en ai vu 2-3, mais des petites. Mais pareil, c'est parce que j'étais en ville. Mais apparemment, si tu vas travailler en ferme, si tu sors un petit peu des grosses villes, là, tu peux vraiment voir des grosses araignées. Donc je pense que c'est pas une légende. Juste que moi, j'en ai pas vu encore. Par contre, en Australie, il y a énormément de requins. Quand j'étais à l'ouest, vers Perth, du coup, l'océan Indien, il y avait énormément de requins. Et quand j'y étais, du coup, il y avait une jeune adolescente de 16 ans qui s'était fait attaquer par un requin et qui était morte. Donc ça fait un peu froid dans le dos. Il y a des plages du coup avec des filets anti-requins. Et même ici sur la côte est, il y en a pas mal apparemment. Des requins bulldogs, des requins tigres. Donc apparemment il faut vraiment éviter de se baigner la nuit. Je pense qu'il ne faut pas être parano, il faut juste faire attention. Et voilà, si la plage n'est pas surveillée, je conseille de ne pas s'aventurer trop loin, de rester un petit peu en bord de plage pour se tremper. Mais voilà. Bon les gars, je me suis levé, j'en pouvais plus d'être assis, je suis allé me baigner. En fait du coup là je me promène, je suis dans un parc national. Donc là j'étais au bord de l'océan tout le moment où je vous parlais. Et là on se balade un peu plus dans la forêt, dans les bois. Et apparemment il y a des koalas. J'ai beau lever les yeux au ciel, là je les vois pas encore. Donc après la FAQ je jetterai un meilleur coup d'œil, on verra si on en trouve. Comment as-tu trouvé les cojones pour partir seul à l'autre bout du monde? Comment es-tu arrivé à sortir de ta zone de confort? Est-ce que tout le monde peut le faire? Comme je vous l'ai dit un petit peu à travers cette vidéo, à travers ma présentation, moi j'ai quitté la maison quand j'étais très jeune, quand j'avais 14 ans, dans le cadre du basket. Donc on va dire que pour moi, c'était pas si compliqué que ça. J'ai l'habitude de vivre seul, loin de ma famille, loin de mes proches. Donc on va dire que pour moi c'était pas un effort surhumain. Et puis j'ai toujours eu envie de voyager, donc pour moi c'était relativement facile on va dire. Mais ce que je me dis c'est que vaut mieux essayer, faire des choses différentes que d'avoir des regrets. En tout cas moi c'est ma philosophie. Donc si vous avez vraiment envie de voyager, découvrir d'autres choses, le temps passe vite et si vous voulez pas avoir de regrets, il faut se lancer. Et vraiment les voyages ça fait grandir. Les voyages c'est l'école de la vie, tu apprends plein de choses, tu prends en maturité, tu grandis, tu prends le temps de te poser les bonnes questions aussi. Si tu me regardes, que tu as des doutes, tu te dis que ça fait peur de partir tout seul, dis-toi que je l'ai fait, que plein d'autres gens l'ont fait. Et que comme je te l'ai dit un peu plus tôt dans ma vidéo, même si tu es quelqu'un d'introverti, tu peux rencontrer du monde qui te ressemble en Australie. Donc vraiment, si tu as vraiment envie de voyager,
donne-toi les moyens, fonce et voilà. Et si tu kiffes pas l'Australie, que ça se passe pas bien, bah tu auras été fier de toi, tu l'auras fait et ça t'aura permis d'avancer, de grandir. Et si ça se passe bien, bah au top, tu vivras ta meilleure vie et tu seras encore plus fier de toi d'être parti. Donc vraiment, c'est vraiment le conseil que j'aurais à donner. Je sais que c'est facile à dire et que c'est beaucoup plus complexe à mettre en place. Peut-être que tu te poses aussi des questions d'un point de vue professionnel. Tu te dis que si tu pars, ça va faire un trou dans ton CV et qu'après tu auras du mal à trouver du travail, ou alors que là tu as déjà un job que tu kiffes et blablabla. Mais pour moi, les années passent, la jeunesse passe vite, alors que pour moi du travail tu pourras toujours en trouver. Et pour moi c'est totalement faux de dire que le PVT ça fera un trou sur ton CV. Bien au contraire, moi je trouve que c'est ultra valorisant et ça demande un certain courage. Donc voilà, moi je trouve que le PVT est ultra valorisant et qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages. Donc moi je le conseille et j'espère que si tu as vraiment envie de le faire, tu franchiras le cap. Est-ce que la France te manque? Qu'est-ce qui te manque le plus? Comment gères-tu la solitude? Alors bien sûr qu'il y a des choses qui me manquent en France, notamment ma famille, mes proches, mais comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, loin des yeux, près du cœur, il n'y a pas un seul jour où je pense pas à eux. Donc ouais, on va dire que c'est la famille qui me manque le plus. Ensuite, bah la nourriture, ça c'est évident, parce que bah en Australie c'est pas la folie niveau bouffe, hein. L'Australie, le cadre de vie est cool, mais alors la bouffe, pour moi c'est pas exceptionnel. Et ensuite, ce qui me manque, on va dire, c'est mon hygiène de vie. Dans le sens où en France, je fais beaucoup de sport. Voilà, 5-6 fois par semaine. J'ai un rythme de vie qui est calé autour du sport. Quand je sors du travail, la première chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller à la salle. Donc là, je sais qu'à travers les voyages, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça me manque un petit peu, mais bon, je sais que je reprendrai plus tard, quand j'aurai une vie un peu plus sédentaire, on va dire. Et en attendant, je profite et je kiffe la vie, quoi. Et par rapport à la solitude, bah, je sais que ça peut effrayer. Moi, j'ai un rapport particulier à la solitude, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de très sociable. Tu me mets dans un groupe, je m'intègre très facilement, il n'y a pas de problème. Mais je suis quelqu'un qui aime aussi beaucoup la solitude. J'aime bien m'enfermer dans ma bulle. Ça me permet de réfléchir, de penser. Et voilà, moi la solitude, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Si vous me regardez, vous avez peut-être le projet de partir tout seul. Vous appréhendez, vous vous dites, est-ce que je vais me faire des potes là-bas? Est-ce que je vais bien m'intégrer, tout ça? Mais franchement, dites-vous qu'il y a plein de gens qui sont comme vous. Après, que ça soit en France, en Australie ou n'importe où, il y aura toujours des moments où vous vous sentirez seul, où vous vous sentirez différent des autres et vous vous sentirez pas forcément à votre place. Je pense qu'il ne faut pas avoir trop d'inquiétude par rapport à ça et que ça fait partie de la vie. Mais voilà, je pense qu'en Australie, il y a vraiment moyen de rencontrer des chouettes personnes et de kiffer son expérience. Donc voilà. Comment gères-tu ta vie sentimentale avec tes voyages? Alors c'est pas forcément tout le temps évident. J'ai pas envie de rentrer dans mon intimité, dans ma vie perso, mais on va dire que mon cœur n'est pas à prendre. Qu'il y a quelqu'un dans ma vie depuis plus de 5 ans et demi maintenant. C'est parfois compliqué, mais pareil, je me dis que tout arrive pour une raison et que si le destin fait bien les choses, bah que j'ai pas de soucis à me faire pour la suite. Donc du coup, on m'a aussi posé d'autres questions sur cette thématique-là. Comment sont les filles en Australie? Est-ce que c'est facile de pécho? Et est-ce que les Français ont la cote? Du coup, sur cette question, je ne vais pas parler de mon cas, je vais parler de ce que j'observe, de ce que je vois. Alors que ce soit en Australie ou ailleurs, moi je pense que le contexte vacances, voyage, ça facilite les rencontres. Parce que forcément ici tout est éphémère, tout va vite. Voilà, je pense que quand tu es en PVT ici, tu viens pas pour trouver forcément la femme ou l'homme de ta vie, mais je pense que voilà, c'est un contexte qui facilite les rencontres, donc je pense que c'est plus simple qu'en France par rapport à ça. Après, est-ce que les Français ont la cote? Je dirais que pas spécialement. Je dirais que par rapport aux Australiennes, les Français n'ont pas spécialement tant la cote que ça. Je pense que les Australiennes préfèrent les Australiens avec les coupes mulets là. Je crois que c'est plus leur truc. Après, bien sûr, le French accent et tout ça là, ça peut aider. Franchement, je saurais pas dire. Et sinon, pour répondre à la question comment les filles sont ici, elles sont très jolies, il n'y a rien à dire, hein. La plupart des filles sont très jolies ici. C'est un style différent que les filles françaises et européennes. Je pense qu'ici, les filles sont peut-être un peu plus superficielles. C'est pas une critique, c'est juste un constat. Donc voilà, ça peut plaire à certains comme déplaire à d'autres. Mais voilà, mais sinon, globalement, très joli, il n'y a pas de souci. Donc désolé si vous vouliez des infos un peu plus croustillantes, ce ne sera pas ici sur ma chaîne. Donc voilà, next question. Souhaites-tu renouveler ton visa pour une deuxième année? Si oui, souhaites-tu revenir en France entre-temps? Et sinon, quels sont tes projets? Alors cette question-là, je me la suis posée plein de fois en 4 mois et demi. Des fois c'était oui, des fois c'était non. Ça varie tout le temps selon mon humeur, on va dire. Mais depuis que je suis arrivé à Noosa, je me dis que le cadre est incroyable. Et je me dis, en fait, pourquoi rentrer en France maintenant? Je me dis que j'ai envie de rester un petit peu plus longtemps ici.
Donc ouais, je pense que je vais faire mes 3 mois de ferme là pour valider et renouveler mon visa et rester une 2e année. Après, ça veut pas dire forcément que je vais rester 2 ans. Je peux rester que 1 an et demi, un peu moins, un peu plus. Mais par contre, je me vois pas du tout vivre en Australie. Donc là, on va dire que c'était un peu une parenthèse dans ma vie. Voilà, je me vois voyager entre 1 an, 2 ans, 3 ans. J'ai pas vraiment de date retour, mais en tout cas, je me vois pas rentrer tout de suite quoi. Il y a d'autres destinations qui me chauffent bien. Déjà, si on parle de PVT, moi, il y a toujours le Canada qui m'a attiré. Donc voilà, pourquoi pas un jour faire un PVT Canada ou alors au moins juste y aller en mode touriste. Et sinon, dans le coin de l'Australie, il y a l'Asie. Là, je vais déjà y aller en juillet. Il y a une petite partie de ma famille qui vient me voir à Bali. Du coup, ça c'est cool. On va passer des vacances ensemble. Et puis après, moi, j'aimerais bien faire la Thaïlande, d'autres pays à proximité. Donc voilà. Avant-dernière question, les amis. Dans le cas où ta chaîne YouTube percerait réellement, quels seraient tes projets? Voyager, nous faire découvrir d'autres pays ou tout simplement ne rien changer à tes plans de base? Alors déjà, pour parler de la notion de percer, c'est très subjectif. Mais une chose que je peux vous assurer, les amis, en tout cas ceux qui me connaissent, vous le savez très bien, que je fasse 1000 vues, 1 million de vues, je ne changerai jamais qui je suis. Donc ça, je préférais le préciser. Ensuite, par rapport à ça, du coup, je continuerai toujours à créer du contenu parce que déjà d'une, ça me plaît. Ça, voilà, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, je fais aussi du contenu pour moi, pour que ça me fasse des souvenirs. Mais bien sûr que maintenant, les choses ont un petit peu changé depuis la vidéo sur les mines. On est déjà quasiment 8000 abonnés. Mes 6 vidéos au total ont fait quasiment 350 000 vues en moins de 3 mois. Donc forcément, mes projets ont un petit peu évolué. J'aime bien faire de la création de contenu. J'en faisais déjà en France. J'étais chargé de communication et community manager. Donc ouais, je me dis que je vais continuer à faire des vlogs. Mais sur YouTube, du coup, je vais toujours privilégier la qualité à la quantité. Mais après, ça me donne aussi des idées par la suite parce que j'ai d'autres projets de voyage. Donc je me dis que justement, si je voyage, notamment en Asie, pourquoi pas un jour le Canada ou d'autres pays, et je pense que voilà, j'amènerai mon matos, que je filmerai tout ça et que encore une fois, moi, ça me fera des souvenirs et vous, ça vous fera voyager et découvrir d'autres choses. Donc ouais, je pense que les projets YouTube, c'est ça. Je pense que je vais continuer à développer, à créer du contenu. Donc je continuerai à filmer mes nouveaux jobs. Comme ça, vous pourrez voir un peu ce que ça donne, vous projeter. Je continuerai à filmer mes voyages, mes moments de vie. Et sinon, je me dis que entre guillemets, si ma chaîne perce, entre guillemets, encore voilà, la notion de percer, j'ai un peu du mal avec ça. Mais voilà, si je gagne en visibilité, je me dis que ça peut m'ouvrir des portes. Ça m'a déjà ouvert quelques portes, notamment à Noosa. Là, j'ai trouvé 2 jobs dans la création de contenu. Donc je suis payé à faire des vidéos. Donc franchement, c'est top. Petit à petit aussi, je me dis que j'essaierai peut-être de monter en qualité, de prendre le temps d'améliorer tout ce qui est montage, transition, aussi tout ce qui est musique. Et du coup, petite parenthèse concernant la musique, j'avais mis un remix de mon pote qui est DJ là. Et donc c'est un pote que j'ai rencontré sur les chantiers à Melbourne. Et du coup, il y avait pas mal de gens qui m'ont demandé est-ce que c'est possible de mettre le remix en complet sur YouTube, etc. parce que les gens avaient kiffé. Du coup, la vidéo est sur YouTube et je vous mets le lien en description pour ceux que ça intéresse. Et du coup, la dernière question est liée à ce que j'étais en train de dire. Quel matériel et logiciel utilises-tu pour tes vlogs? Alors là, je filme avec une GoPro 10. J'utilise pas de micro, je fais ça sans rien, sans accessoires. Du coup, mon drone, c'est un DJI Mini 3 Pro. Franchement, incroyable. Il fait moins de 250 grammes, il est petit, vidéo 4K, photo 48 mégapixels. Franchement, c'est de la bombe. Et du coup, je monte mes vlogs sur Adobe Premiere Pro. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai découvert ça il y a 3 mois en Australie en regardant des vidéos, des tutos sur YouTube, en lisant des forums et tout ça. Donc voilà, je débute dans le montage vidéo. Donc j'essaie de progresser de vlog en vlog, mais voilà, j'espère vraiment passer un cap, progresser et proposer du contenu vraiment de qualité par la suite. Donc voilà. Sinon pour mes miniatures, j'utilise Photoshop. Ça y est les amis, c'est enfin la fin de la vidéo. Je sais que c'est une vidéo qui est assez longue, mais voilà, j'avais vraiment envie de répondre à un maximum de questions pour vous aider, pour vous rassurer si vous avez le projet de partir en Australie. Donc si c'est le cas, si vous avez apprécié, vous savez comment me soutenir, vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et en attendant, on se retrouve pour un prochain épisode, l'épisode 8 qui va arriver très prochainement. Je vous parlerai de mes 2 nouveaux jobs dans la création de contenu et dans le jardinage un petit peu. Donc voilà, ça va être cool. Et puis on repart sur un format de vlog où je vous montre un petit peu tout, mes jobs, ma routine, mon quotidien, mon lifestyle, toujours des petits conseils à droite à gauche. Donc voilà. En attendant les amis, prenez soin de vous et peut-être qui sait, on se retrouvera peut-être un jour en Australie ou ailleurs. Gros bisous l'équipe. C'est un choix de vie, c'est un choix de vie, c'est un choix de vie, c'est un choix de vie.